Réussite ce matin, Ghislaine Adimi, vous avez décidé donc de jeter un regard sur les avancées des droits des femmes dans notre pays. Oui, Alain, vous l'avez bien dit, jeter un regard sur les avancées des droits des femmes au Bénin. Et ce n'est pas moi qui ai jeté ce regard. Le regard, nous avons tendu notre micro à ces devancières, ces femmes qui ont commencé déjà le combat avant celles que nous suivons aujourd'hui. Oui. On a tendu le micro pour qu'elles puissent nous dire comment elles vivent aujourd'hui la situation, comment est-ce qu'elles voient évoluer les défenses, les droits, les combats qu'elles ont eu à lancer dans son temps. Et la première que nous écoutons aujourd'hui, c'est bien sûr Geneviève Bokor-Nadjo, magistrate à la retraite. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis les années 90 où nous avons commencé cette aventure. À l'époque encore, on utilisait le coutumier du Dahomey au niveau de nos cours et tribunaux. C'est un texte datant de la période coloniale où la femme avait très peu de droits, pour ne pas dire qu'elle n'en avait presque pas. Donc, quand nous avions commencé la bataille, on a abordé la question tout de suite de l'avant-projet. Même pas le projet, l'avant-projet du Code des personnes et de la famille. Donc, il était question pour nous d'en parler et de voir dans quelle mesure on pouvait faire bouger les lignes afin que le Bénin ait un Code des personnes et de la famille propre à lui en tant que pays indépendant. Et cet avant-projet, à l'époque, prévoyait notamment en matière de mariage l'option de la polygamie. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme voulait se marier, voulait convoler en juste noces, il avait la possibilité soit d'opter pour la monogamie, soit d'opter pour la polygamie. Donc c'était sur ça que nous étions en train de nous battre déjà. Un, qu'on ait un code des personnes de la famille béninois, et deux, qu'on puisse véritablement modifier cette disposition-là, que bien évidemment on constatait qu'il était complètement en déphasage avec la constitution du Dahomey, du Bénin, qui prévoyait, qui prônait l'égalité entre l'homme et la femme. De cette aventure, progressivement, nous avons abouti au projet du Code des personnes et de la famille, un code révolutionnaire où le droit commun aujourd'hui en matière de mariage, c'est la monogamie. Je pense que ça a été véritablement l'une des plus grands succès que nous avons pu obtenir en la matière concernant l'égalité entre l'homme et la femme. À cette époque-là, j'avoue que ce n'était pas évident de nous voir évoluer dans un milieu très hostile justement à cette notion d'égalité homme-femme. On était considérés un peu comme des parias de la société, des femmes dont on ne devait pas suivre l'exemple. Mais nonobstant cela, nous avons persévéré. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire que le Bénin possède l'un des textes en la matière les plus révolutionnaires dans la sous-région. Il y a eu un bond qualitatif exceptionnel, notamment en matière de cadre légal. Je l'ai dit tantôt, nous avons l'un des meilleurs codes des personnes et de la famille de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons un texte très performant en matière de violence basée sur le genre. Nous avons des textes sur la santé sexuelle et de la reproduction. Nous avons des textes en matière notamment du travail où on fait référence constamment à la promotion des droits des femmes et c'est heureux pour nous. S'il est vrai qu'en matière de cadre légal, nous avons fait beaucoup de progrès, s'il est vrai qu'en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avançons à grands pas. Nous avons l'Institut national de la femme, mais là également il y a à y redire.
En matière politique, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. J'ai comme l'impression que nous nous sommes plus focalisés sur la question des violences basées sur le genre. Alors qu'à la vérité, il y a 3 piliers sur lesquels on doit pouvoir évoluer. Le premier pilier, c'est bien entendu la question de l'égalité homme-femme et avec comme aspect négatif la question des violences basées sur le genre. Le second pilier, c'est la question de l'autonomisation de la femme, ce que les anglophones appellent empowerment. Et le troisième pilier, c'est au niveau des postes de décision sur le plan politique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le talon d'Achille. C'est notre talon d'Achille en matière de lutte pour les droits des femmes. Les dernières législatives, on a pu dénombrer 28 femmes. 28 femmes sur 109 députés. Les avant-dernières législatives, c'était le même taux, 28 femmes. Ce qui fait 25, et quelques % sur 109 députés. Si nous faisons l'analyse de ces résultats, on se rend compte que nous avons nos 24 femmes normalement au niveau des 24 circonscriptions électorales, mais qu'au niveau des listes électorales normales des partis politiques, nous n'avons eu que 4 femmes. 2 énormes partis politiques, les 2 plus grands partis politiques que compte le Bénin, nous ont donné seulement 4 femmes, soit 28 femmes au total. Donc je pense que là, il y a un petit piège dans lequel nous risquons de tomber en déclarant que oui, le taux des femmes à l'Assemblée nationale a augmenté. Il faut qu'au niveau des partis politiques, les responsables des partis politiques veillent à ce que de plus en plus il y ait des femmes positionnées sur les listes électorales en tête de liste pour qu'on ait plus de femmes. Je suis la première à applaudir des 2 mains, pour ne pas faire une tautologie, de cette avancée-là que nous avons en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, où cette omerta-là progressivement recule, où les femmes aujourd'hui peuvent parler à visage découvert. C'est une avancée énorme. Quand je fais un recul 10, 15, 20 ans en arrière, franchement, je pense que nous avons fait du chemin. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire parce que ce que l'on voit, le nombre de femmes aujourd'hui qui vont dénoncer ce qu'elles subissent, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de violences qui ne sont pas dénoncées. Il y a encore beaucoup de violences qui sont couvertes par les familles, par les autorités politico-administratives. Et tant qu'il y a à faire, tout reste à faire. Le premier défi, bien entendu, c'est la base. Le premier défi à relever, c'est l'éducation. Aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau du primaire et du secondaire, on a un nombre presque égal de filles et de garçons. Mais le problème, c'est lorsque l'on monte un peu plus haut, lorsqu'on arrive au niveau universitaire, on constate qu'il y a une déperdition en cours de route. Ce qui veut dire que cet accompagnement des filles doit pouvoir se poursuivre au-delà du cours secondaire. Que même au niveau de l'université, on puisse accompagner les filles autant que faire se peut pour que nous ayons un nombre plus ou moins égal de garçons et de filles avec des diplômes d'agrégation et autres. L'éducation, d'accord, la formation, l'instruction, d'accord, mais la formation aussi. Parce qu'il y a des choses que l'on n'apprend pas dans les lycées, les collèges et les universités. Concernant les femmes notamment,
on a nécessairement besoin d'un renforcement de capacité en matière de valeurs propres aux femmes. Une femme, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce qu'elle sert? Comment est-ce qu'elle peut participer au développement durable dans sa cité? Comment est-ce qu'on peut lui inculquer les notions de leadership? Comment est-ce qu'on peut lui inculquer les notions d'indépendance, d'autonomisation? Autant de choses que l'on ne retrouve pas dans les livres au collège et à l'université. Et ça ne peut se régler qu'en matière de formation que l'on doit pouvoir organiser. Au niveau de la société civile, ça se fait. Mais je pense que dans les curricula de formation, aussi bien de nos collèges et universités, même déjà à la base au niveau du cours primaire, il va falloir qu'on puisse insérer justement ce genre de formation. À l'époque, quand moi j'étais petite, il y avait ce qu'on appelait l'instruction civique. Entre-temps, ça a disparu. Je ne sais pas si c'est revenu au goût du jour, mais ça fait partie également des choses sur lesquelles on doit pouvoir mettre l'accent. Lorsque une femme, on lui inculque les notions d'instruction civique, tout de suite, elle voit son rôle au niveau de la cité en tant que citoyenne. Plutôt que de rester femme, épouse et mère, cette notion de citoyenneté doit pouvoir être développée au niveau déjà de la petite fille, progressivement jusqu'au niveau de l'université. C'est le premier bastion que l'on devrait prendre. Le deuxième bastion, c'est bien entendu la question de l'autonomisation des femmes. C'est très important. La femme qui n'est pas indépendante financièrement ne peut pas s'imposer, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et cette question d'autonomisation, c'est vrai qu'on s'y emploie, le gouvernement s'y emploie progressivement avec cette question de microfinance. Mais je pense qu'on devrait aller au-delà de la notion de microfinance. Parce que microfinance, elles font toutes la même chose, elles vendent toutes les mêmes choses. En fin de compte, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. On doit aller au-delà et permettre aux femmes d'avoir accès aux finances, à la finance même, par exemple au niveau du système bancaire. Donc, j'ai parlé de la question des finances, mais je parle également de la question, puisqu'elles sont nombreuses dans les zones rurales, il y a la question des terres arables qu'on doit pouvoir mettre à la disposition des femmes. Et les terres arables, d'accord, mais également mécaniser l'agriculture. Que ces femmes-là aujourd'hui puissent avoir les moyens, les tracteurs, les engins mécaniques pour pouvoir, un tant soit peu, leur faciliter la tâche sur le terrain. Et il y a la question également des semences et des intrants. Généralement, elles sont dans les cultures vivrières aujourd'hui. Est-ce qu'elles peuvent se lancer dans les grosses productions agricoles comme le coton, le soja et autres? Il faut que de plus en plus, nous ayons des femmes dans ce secteur-là. Mais pour ce faire, elles ont besoin de très, très, très gros moyens. Le troisième point pour moi reste bien entendu la question des femmes aux postes de décision. Parce que les autres ne peuvent pas prendre des décisions pour vous, dans votre intérêt. En tant que femme, je sais ce dont j'ai besoin. L'homme, il sait ce dont il a besoin. Et je pense que quand il est à un endroit, il va plaider pour sa cause. Quand la femme est à cet endroit-là, elle va plaider également pour sa cause. Donc, plus de femmes au poste de décision. Je pense qu'autour de ces trois piliers, si nous pouvons évoluer là-dessus de façon harmonieuse, on aura atteint véritablement l'objectif de l'égalité du genre et par conséquent promouvoir un développement durable dans notre pays. Un regard global d'une pionnière de la défense des droits des femmes dans notre pays. Eh bien, Ghislaine Adimi, je crois que le tour est fait. Hein? Le tour est fait. Et il y a beaucoup d'évolutions en tout cas. Il y a beaucoup d'évolutions et c'est heureux de voir ces pionnières le reconnaître et applaudir ce qui se fait. C'est aussi heureux de les entendre nous rappeler ce qui reste à faire et c'est bon pour la nouvelle génération en tout cas.